Bonjour. Femmes et hommes dans la fonction publique, état des lieux après la loi du 19 juillet 2023. Alors, car en effet cet été a été publiée la loi 2023-623 du 19 juillet 2023 qui vise à renforcer l'accès aux femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Ceci complète un dispositif législatif et réglementaire qui commence à avoir sa petite part de complexité et qui aboutit à des résultats qui sont encore à parfaire sur le terrain. Profitons de la sortie de ce texte pour analyser cette loi, mais aussi l'état du droit en ce domaine. Et pour ça, j'ai demandé à Guillaume Glénard, mon associé, et à Lauren Krantz, pré-associé chez nous, de nous aider, de nous éclairer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, première question, quelles sont les sources juridiques applicables en la matière ? Eh bien, donc, les sources juridiques du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, ou qu'on appelle aussi un principe de non-discrimination fondé sur le sexe de l'agent, se retrouvent à plusieurs niveaux. On a évidemment un niveau constitutionnel avec ce principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que dans le préambule de la Constitution de 1946. On le retrouve également dans la Convention européenne des droits de l'homme et en droit interne, il est inscrit dans le code pénal et maintenant il est codifié dans le code général de la fonction publique à différents niveaux. L'article L131.2 qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe et l'article L131.3 qui prévoit qu'aucun agent ne doit subir d'agissements sexistes, donc d'agissements liés au sexe d'une personne, qui ont pour effet ou pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, nous dit le texte. En conséquence, on ne doit pas faire de discrimination fondée sur le sexe. Maintenant, d'un point de vue plus concret, que retenir de l'application de ce principe au stade du recrutement ? Donc, le principe veut qu'il n'y a aucune discrimination à l'embauche en raison du sexe. Évidemment, comme tout principe, il y a des exceptions, notamment lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. La liste des emplois concernés est supposée être fixée par décret. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucun décret, donc il n'y a aucun corps ou cadre d'emploi concerné. Alors on a imposé des mesures qui visent à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux concours et aux offres d'emploi. Il y en a 3 principales. La première, c'est que les emplois ou les grades à pourvoir doivent comporter systématiquement l'appellation masculine et féminine, ou bien être suivi de la mention femmes et hommes. La deuxième, c'est que les jurys et instances de sélection de recrutement doivent être composés de manière à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Et la troisième mesure qui vise à favoriser l'égal accès, toujours en lien avec les jurys et les instances de sélection de recrutement des fonctionnaires, veut que la présidence de ces jurys doit être effectuée de manière alternée par un président de chaque sexe. Et c'est là que les choses changent avec la nouvelle loi du 19 juillet 2023, en matière notamment de nomination équilibrée, c'est ça ? En effet, sur les nominations équilibrées, ou encore ce qu'on appelle de manière un peu erronée le principe de parité, on se souvient que la loi Sauvadet a introduit dans le droit de la fonction publique des obligations pour les administrations de procéder à des nominations équilibrées entre les femmes et les hommes dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique, et ceux des 3 versants de la fonction publique, et ceux dans les emplois concernés. La loi du 19 juillet 2023 est intervenue pour renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Et elle modifie, dans un sens plus paritaire, les dispositions du Code général de la fonction publique, à savoir les articles L132-5 et suivants. Et 4 évolutions sont à noter. Et que prévoit cette même loi pour les primo-nominations ? Alors sur les primo-nominations, la modification touche le taux de primo-nomination des femmes aux emplois supérieurs et de direction. Ce taux passe de 40% à 50%. C'est donc une parfaite parité qui est désormais exigée à compter du 1er janvier 2026 et dans la fonction publique à compter du prochain renouvellement des organes délibérants. En revanche, les quotas par sexe
continue comme jusqu'alors à ne pas s'appliquer au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction. Cela veut dire que si on regarde le taux d'occupation des femmes et des hommes par emploi, on n'a pas forcément une parité. Enfin, il est important de relever que des pénalités financières en cas de non-respect de ces obligations sont maintenues, comme par le passé, sans que désormais aucune dérogation ne soit possible, puisque l'article 132-9 du CGFP prévoyait des dérogations possibles et cet article a été abrogé. Et que prévoit-elle pour ce qui concerne les emplois supérieurs ou de direction ? Alors, à compter du 1er janvier 2027, le taux de personnes de même sexe parmi les personnes occupées en emploi supérieur ou de direction ne pourra être inférieur à 40%. En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions sont prévues. L'employeur indélicat disposera d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité, tout en publiant tous les ans, dans ce délai de 3 ans, tous les ans, les mesures de correction mises en œuvre. À l'expiration de ce délai de 3 ans, si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, c'est-à-dire si les taux sont toujours inférieurs à celui fixé par le Code général de la fonction publique, l'employeur se verra appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels, ce qui en pourcentage semble faible, mais rapporté à un volume important, cela peut conduire à des montants assez importants. Ce montant est fixé en tenant compte de 3 éléments. De la situation initiale de la collectivité, s'agissant de la représentation des femmes et des hommes dans l'administration concernée, des efforts constatés en la matière, c'est-à-dire durant les 3 ans, est-ce que l'administration a fait des efforts ? Et enfin, le 3e élément, ce sont les motifs du non-respect du taux fixé. En fonction de ces 3 éléments, eh bien, le montant de la pénalité pourra être déterminé. Et toutes les personnes morales de droit public sont-elles concernées ? Toutes les administrations sont concernées, il n'y a pas d'exclusive sur ce point. Et qui fixe ces pénalités ? C'est l'État, et plus particulièrement pour les collectivités locales, ce sont les préfectures qui fixent les pénalités, bien évidemment. La collectivité qui se voit infliger une sanction peut contester celle-ci devant le tribunal administratif. Reste aussi la question des écarts de rémunération. En effet, c'est le 3e point de cette loi de 2023. Afin de lutter contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le nouvel article 132-9-3 du Code général de la fonction publique dispose que lorsque les employeurs publics gèrent au moins 50 agents, ils doivent publier chaque année sur leur site internet les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que les actions qui sont mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont par la suite rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, ce qui signifie que tout à chacun pourra consulter les 10 indicateurs. En outre, ces indicateurs sont présentés chaque année à l'Assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. En cas de non-respect de cette obligation, là encore, une contribution est due. Ces dispositions s'appliquent dans la fonction publique de l'État au plus tard le 31 décembre 2023 et pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière au plus tard le 30 septembre 2024. On le voit, la publication d'informations en ligne est un élément que l'on retrouve sur divers aspects de ce régime. Est-ce que la loi du 19 juillet 2023 l'impose dans d'autres aspects ? Qu'en est-il ? C'est cela. Désormais s'applique aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de 40 000 habitants et non plus de 80 000 comme jusqu'alors, l'obligation de publier chaque année sur leur site internet la somme des 10 rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, et ce en précisant le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces 10 rémunérations les plus élevées.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci, au revoir. Merci, au revoir. J'ai voulu poser des questions à l'ancienne ministre, Mme Rossignol. Bonjour. Madame la ministre, je crois que vous aviez été marquée par le rapport de décembre de 2016 de la députée Françoise Descamps-Cronier. C'est un rapport qui nous avait à la fois quand même confirmé ce qu'on savait intuitivement en le quantifiant, ce qui est toujours nécessaire, et en même temps quand même un peu sidéré sur l'idée répandue comme quoi les questions d'inégalité professionnelle relèvent essentiellement du secteur privé. Cette espèce d'idée que le statut des fonctionnaires garantit une égalité de traitement qui mettrait les fonctionnaires à l'abri des biais genrés et générateurs d'inégalité professionnelle. Donc on le savait, ça l'a quantifié, mais je pense qu'on s'était dit que c'était encore pire que ce qu'on pensait à ce moment-là. Et parce que, y compris sur la question, on savait qu'il y avait des inégalités dans les progressions de carrière, en particulier dans la fonction publique, dans les avancements, parce que, en particulier chez les hauts fonctionnaires. Mais je ne pensais pas que l'écart de rémunération était identique, en fait, si ma mémoire est bonne, entre le public et le privé. J'avais bien remarqué qu'il y avait dans la fonction publique d'État et aussi dans la fonction publique territoriale une part non négligeable de temps partiel voulu, de temps partiel pas contraint, mais de temps partiel voulu, et en particulier du mercredi. Moi, j'ai quand même connu des administrations dans lesquelles mercredi, il y avait des organisations très féminisées, dans lesquelles le mercredi, les femmes entre 30 et 45 ans n'étaient pas là. Donc, ça, c'est forcément facteur d'inégalité professionnelle, de fin de salaire, de rémunération. C'est exactement d'inégalité de rémunération. Oui, mais aussi d'évolution de carrière. Et d'évolution de carrière, bien entendu aussi. C'est-à-dire que ça ne peut pas être retenu contre les fonctionnaires ou les salariés. Systématiquement, les femmes qui ne sont pas là à plein temps ont plus de difficultés à progresser dans leur carrière. Ce qui nous renvoie très classiquement à un problème qui en réalité est sociétal. La question plus globale des stéréotypes sexistes qui continuent d'assigner aux femmes d'être principales responsables de la garde des enfants. Sauf qu'en dépit de ces principes et de ces règles, Madame la Ministre, vous pensez que des mécanismes de cooptation risquent de poser quand même en réalité des difficultés? J'ai observé effectivement les mécanismes de cooptation qui concernent les recrutements dans la haute fonction publique, mécanismes de cooptation qui sont le plus souvent défavorables aux femmes, voilà, par le fait aussi, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait une concentration des femmes dans les ministères dans lesquels les primes sont les moins élevées, et également puisqu'il y a la partie de prime du salaire des hauts fonctionnaires avec en fait, plus il y a de femmes, moins il y a de primes, d'un point de vue dans les ministères. Au niveau de la fonction publique de l'État, il y a eu la création des hautes et hauts fonctionnaires à l'égalité des droits en 2012. Est-ce que ça a été une étape importante ou pas, selon vous? Ça a quand même été une décision assez importante, et ces hauts fonctionnaires à l'égalité existaient. Voilà, elles existaient. C'était quand même, ça a quand même créé un réseau dans les ministères de femmes, le plus souvent, je crois que je n'ai pas connu beaucoup d'hommes aux fonctionnaires à l'égalité, un réseau de femmes mobilisées et vigilantes sur les questions d'égalité sur les deux versants, ressources humaines et politique publique. Passons du sommet à la base de la pyramide. Il y a un autre facteur que Madame la ministre, Madame la sénatrice, vous êtes attachée à souligner, c'est les questions des fonctions des agents de catégorie C, notamment dans la FPT. Un certain nombre de professions dans lesquelles les hommes sont nombreux et majoritaires avancent à l'ancienneté, alors que dans les professions où les femmes sont majoritaires, il est parfois indispensable de passer des nouveaux diplômes pour avancer. C'est le cas, par exemple, des personnels qui s'occupent des enfants, des personnels de crèche, où la progression de carrière se fait par examen et diplôme, alors que sur d'autres catégories, la progression de carrière se fait à l'ancienneté pour les hommes. Et il y a là, visiblement, quand même un biais, là encore, qui explique la stagnation des femmes dans les catégories C. Bon.
À tout ceci s'ajoute une série de petits dispositifs qui font qu'au total, on a eu de nombreux plans, sanctions financières. Est-ce qu'on a des acquis positifs en la matière? Ça a eu un impact dans les collectivités, parce qu'il faut quand même l'annoncer en conseil municipal. Dans les collectivités, les budgets sont transparents, et dans les collectivités, quand il y a des pénalités, ça se sait, et tout le conseil le sait, et d'un certain point de vue, toute la population le sait. Question directe, quelle fut votre marge de manœuvre en la matière en tant que ministre? Quand on est ministre des droits des femmes, on n'a pas autorité ou compétence pour conduire les négociations et même les réformes législatives sur l'égalité professionnelle, qu'elle concerne le secteur privé ou le secteur public. Pour le secteur privé, c'est le ministre du Travail, et pour le secteur public, c'est le ministre de la fonction publique. Ne jamais oublier que la ministre des droits des femmes n'est en général qu'un aiguillon qui va piquer ses collègues pour les faire travailler. Et un mot sur les cabinets ministériels au regard de cette problématique. Il faut être très vigilant aussi sur les cabinets ministériels, parce que moi, je me rappelle, j'avais un cabinet qui était composé à 90% de femmes, et j'avais l'habitude de dire sur le mode humoristique, heureusement qu'il y a mon cabinet pour garantir un peu plus de parité quand on fait l'équilibre général des cabinets ministériels avec des cabinets qui sont toujours essentiellement masculins. Un petit mot de conclusion? Une femme en âge d'avoir des enfants n'est pas un problème pour une collectivité, une entreprise. Voilà. Il y a quand même une révolution culturelle qui n'est toujours pas achevée en la matière. Bien entendu, toutes les mesures de promotion de volontaristes, je crois que ça avait été fait au Quai d'Orsay à un moment donné par les ministres des Affaires étrangères en ce qui concernait les femmes diplomates, un vrai volontarisme. On avait même, je crois, si je me souviens bien, une ambassade dans laquelle il y a un couple de diplomates. 6 mois, c'est l'une, et 6 mois, c'est lui qui est ambassadeur. Et ils sont ambassadeurs en couple dans la même ambassade, ce qui était une solution originale, assez amusante. Il faut qu'à un moment donné, la fonction publique soit un lieu où la vie familiale et la vie professionnelle sont identifiées comme étant conciliables. Si ce n'est pas le cas. Bien, un grand merci. Au revoir. C'est moi, je vous remercie. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de ceci pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.